Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, vous allez dire enfin. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à la tourner cette vidéo-là, beaucoup de mal à la monter, j'en suis sûr, parce que j'ai déjà le plan en tête et je réfléchis déjà à ce que je vais faire et ça risque d'être un petit peu compliqué. Néanmoins, je la tourne actuellement. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo, c'est la vidéo explicative de mon road trip en Espagne en 2022. Voilà. Donc en 2022, un événement marquant, j'ai passé mon permis. De mémoire, le 2 février 2022, que des deux. J'ai passé mon permis, je l'ai eu du premier coup. Franchement, je suis plutôt content. Voilà. Et j'ai décidé, dans l'été 2022, de partir un petit week-end en Espagne. Et c'était juste une idée comme ça, bon, de dormir dans la voiture et de partir un petit week-end, quoi. Histoire d'aller voir ailleurs et de profiter enfin de ce permis. Et l'idée, petit à petit, s'est transformée en un road trip d'une semaine, voilà, avec un itinéraire qui reste, somme toute, assez succinct, parce que je voulais garder l'esprit du road trip que vous avez pu voir dans les vidéos explicatives du road trip aux Pays-Bas. Euh, voilà, donc c'est cette idée de road trip d'aventure et de chercher ailleurs dans l'inconnu, tout en ayant une ligne directive aussi. Je tiens à préciser avant de faire cette vidéo que il risque d'y avoir pas mal de moments coupés, donc de faux raccords, parce que tout simplement j'ai mon second lieu de tournage sur lequel je suis actuellement, qui est en pleine nature et au bord d'une départementale. Donc voilà, dès qu'il y a une voiture qui va passer, je vais m'arrêter de parler, je vais couper le moment et je vais faire un montage bien dégueulasse avec un faux raccord, évidemment. Donc passons à la vidéo. J'ai décidé de partir donc une semaine en road trip en Espagne avec ma voiture et en dormant dans ma voiture. Donc en octobre 2022, je cale une semaine de congé. Et en plus, ça tombait bien, j'avais pas encore fait ma rentrée en deuxième année de BTS. Tranquille. Premier jour, je décide de partir, non pas assez tôt le matin, mais bon, dans la matinée, quoi. Quand flemmard, je tiens ma grasse mat. Donc je suis parti de mémoire vers les 10h, 10h30 à peu près. Et je suis parti de Limoux pour aller sur Narbonne. Narbonne parce que je voulais manger le soir même dans un restaurant en bord de mer dans lequel j'ai fait mon premier karaoké à l'âge de 8 ans, 2010. Voilà. Et ça s'est pas passé comme ça. Déjà, la première chose que j'aime, c'est quand ça se passe pas comme prévu. Là, c'est fun. Donc, j'ai mon meilleur ami qui m'appelle sur la route entre Limoux et Carcassonne, donc il y a 25 km à peu près. Et il me dit, mec, j'ai pris un stop deux gars qui sont super sympas, qui sont en école à Toulouse, et ils ont comme défi d'aller le plus loin possible dans le week-end en stop. Et je fais, oh putain, c'est un bon projet, quoi. Et il me dit, est-ce que tu veux venir à la cité de Carcassonne pour boire un coup avec nous, pour apprendre à les connaître et pour voir si tu peux pas les amener potentiellement en Espagne. Je dis, ouais, carrément, j'arrive, quoi. Donc, hop, direction cité de Carcassonne, pardon. On boit un coup ensemble, très sympa les gars. D'ailleurs, Mathéo et Nicolas, si vous passez par là, j'étais agréablement surpris de vous rencontrer. Et puis, en vrai, c'était très sympa. Ouais. Donc je bois un coup avec eux et je décide de leur faire confiance parce qu'ils avaient vraiment la tête à ce qu'on leur fasse confiance. Et d'autant plus qu'ils avaient comme défi du coup de partir le plus loin en stop, mais ils avaient des défis auxiliaires. C'est-à-dire, par exemple, traverser une frontière, dormir avec le chauffeur, tout un tas de défis comme ça qu'ils devaient réaliser pour gagner des points et pour gagner leur concours interne. Donc je leur dis, les gars, je vais en Espagne, je peux vous amener à la frontière espagnole, après la frontière. Donc on part dans l'après-midi, en début d'après-midi, et on décide de s'arrêter. Alors là, je vais vous couper tout un bout de la journée parce qu'elle est pas très intéressante. Il y a que de la route jusqu'à Perpignan. D'ailleurs, je crois qu'on s'est chopé la tempête sur l'autoroute à Perpignan à ce moment-là. Et on décide de s'arrêter à Portbou, un petit village qui est juste après la frontière espagnole, mais en passant par la côte méditerranéenne. Donc tout Perpignan, Cerbère, Collioure, Portbou et après Cadaqués. Et on arrive sur Portbou. Déjà, la route est magnifique. Que des virages enlacés en bord de falaise. C'est vraiment sublime.
On arrive vers les 20h30, 21h à peu près, et il fait déjà nuit puisque on est en mi-fin octobre. Et on mange dans un restaurant en bord de mer, le Pasajes, des spécialités espagnoles. Euh, Très très bon restaurant. Voilà. Super accueil, super bouffe. Le petit apéro de la fin, que je n'ai pas pris bien évidemment parce que je prenais le volant. Et on décide, alors j'avais marqué Cadaqués comme itinéraire parce que deux de mes amis proches, donc Sabine et Nussy, ont beaucoup parlé de Cadaqués comme étant un très beau village. Donc on part sur Cadaqués. Voilà. Cadaqués, on n'a pas pu profiter de la beauté du village tout de suite puisqu'on est arrivé en pleine nuit puis on était très fatigué. Donc on est allé chercher un coin où dormir et là c'était une petite galère parce que à Cadaqués, il y a des panneaux d'interdiction de stationner un peu partout. Donc on s'est calé dans un endroit au pif, voilà l'endroit qu'on a trouvé et on a fait notre nuit là-dedans. Voilà, à trois dans une punto, bon, on a quand même dormi. Et le lendemain, on part direction Figueres, Figueras, olé, pour que je les dépose, pardon, pour qu'ils refassent du stop pour rentrer en France, à Toulouse. Et sur la route pour Figueres, ils me disent est-ce que finalement, ça serait pas mieux de nous déposer à Gérone? Ça a l'air plus grand, ça a l'air plus actif pour faire du stop, ça a l'air mieux. Donc moi, je leur dis les gars, pas de souci, je suis en road trip, j'ai que ça à faire, on part direction Gérone. Et sur la route direction Gérone, on parle un petit peu, voilà, je leur explique mon projet, et ils me disent, bah tiens, tu passes par Barcelone, est-ce qu'au final, ça ne te dérangerait pas de partir sur Barcelone pour nous laisser là-bas? Moi, je leur dis, bah les gars, il n'y a pas de souci, Barcelone, en plus, c'est la capitale de la Catalogne, donc c'est forcément plus actif, et une ville très touristique, très grande, très touristique. Et donc on va à Barcelone, on prend un petit déj sur une aire d'autoroute avant Barcelone, qui était très bon d'ailleurs, et super pas cher. Super pas cher. Et je les laisse dans un parking souterrain à Barcelone. Des touristes partout, des bus partout, des taxis partout. Alors il y a tout le monde qui me disait ouais tu verras, rouler à Barcelone c'est l'enfer, franchement c'est une prise de tête. Les gars, je sais pas où vous avez vu ça, hein, parce que à Barcelone j'ai l'impression qu'ils sont mieux éduqués que les Français. Ils mettent le clignotant pour changer de voie. Alors ils roulent un peu nerveusement, ok. Mais au moins on sait où ils vont. Ils se dirigent bien comme il faut, ils mettent le clignotant, ils attendent que tu passes. C'est impeccable. Franchement, j'ai eu aucun souci à Barcelone. Et je décide de partir sur une petite ville qui s'appelle Peñíscola. Je suis allé dans cette petite ville avec mes grands-parents en vacances une ou deux fois. Alors de mémoire, une fois, possiblement deux, on s'en fout. Et j'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit, tiens, si j'y allais pas, en road trip, on se rappellera les souvenirs, voilà, ça pourrait être pas mal. Donc je pars là-bas, et c'est une ville en bord de mer. Donc, parce que là, de mon road trip, c'était suivre la côte méditerranéenne et remonter par les terres. Donc j'arrive à Peñíscola, et je suis un peu claqué, parce que j'ai fait beaucoup de routes, et je me cale sur... c'est pas un parking aménagé à proprement dit, c'était un peu comme ici, une aire où on peut se garer. Et qui donne directement sur la mer, mais en contrebas, parce que c'était un peu sur une falaise. Donc je me cale là, et puis je décide de me mettre en maillot de bain pour faire bronzette et me reposer un peu. Et au moment où je me change, je commence à me changer dans la punto, en plus je me tapais la tête, je me tapais les pieds, la punto c'est vraiment pas grand. Je vois arriver un bus derrière moi, mais alors derrière moi, vraiment à 2 mètres derrière ma punto. Et je sors de là en maillot de bain en fin octobre, et il y a 30 petits vieux qui descendent du bus, des touristes espagnols, qui me regardent comme ça, en mode qu'est-ce qu'il fout en maillot de bain en octobre? Après, j'en ai vu deux, trois regarder ma plaque d'immatriculation, ils ont vu que j'étais français, ils ont compris. Voilà. C'est vrai que les Français, quand on voyage dans d'autres pays, des fois, on se fait un peu remarquer. Et donc, je passe la soirée là. Alors, soirée un petit peu embêtante quand même.
ça restait à prévoir parce qu'il y avait beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques, il faisait relativement bon, hein, pour un mois d'octobre, il faisait 25 degrés à peu près, 20-25 degrés. Et je passe ma soirée, je me réveille petit matin en bord de mer, enfin, je surplombe la mer, c'était vraiment magnifique. Et je décide de continuer ma route, plus vers le sud. Voilà, donc je passe alors sur la route, je sais plus si c'était à ce moment-là ou en rentrant vers les terres, je passe par des endroits mais magnifiques. Je me serais cru au Mexique avec des endroits où les routes sont quasiment mangées par les maisons en fait. Et les maisons touchent la route comme ça et on se demande si on va pas se prendre un mur, quoi. C'est vraiment des toutes petites routes vraiment magnifiques, quoi. Des petites routes de campagne. Et je vous en parlerai tout à l'heure aussi. En rentrant vers les terres, j'ai eu des très longues lignes droites avec des milieux un peu désertiques sur les côtés. C'était sublime. Donc je descends vers le sud et là j'arrive sur le périphérique de Valence. Valence qui est quand même une très grosse ville en Espagne. Et je me dis, en fait c'est plutôt cool là, on circule très bien là-dessus. En effet ça circulait très bien. Donc je décide de partir plus au sud de Valence, pas non plus jusqu'en Andalousie quand même, parce que j'avais qu'une semaine. Et j'arrive à, alors en français Xabia, mais je crois qu'en espagnol ça se dit Rabia. Alors, je sais que des amis espagnols vont regarder cette vidéo, donc ils me corrigeront sans doute. Quoi qu'il en soit, j'arrive dans cette ville, en bord de mer toujours, et là je vois directement que je suis dans une zone de riches, clairement. Il y a des villas luxueuses en bord de mer, je croise des Ferrari, des Mercedes dernière génération, quoi d'autre? J'ai croisé des Maserati aussi, des Porsche évidemment, enfin pas mal de richesses au mètre carré quand même qui m'étouffait un peu, moi, simple kidam, de Limoux avec une Punto. Quoi qu'il en soit, j'ai profité un max. Voilà, donc je vous mets quelques images au fur et à mesure, je vous dis tout ça. Et je vois qu'il n'y a aucun point pour dormir à Javia. Donc je décide de remonter très légèrement parce que de toute façon j'allais repasser par Valence le lendemain. Donc je remonte sur Denia, sur la côte toujours. Et là c'est vraiment magnifique. Denia c'est très belle ville, ville de riches quand même aussi, mais très belle ville. Et j'ai pu manger certainement le meilleur sandwich de ma vie. Là vous allez me dire mais il est bloque le gars. Alors je suis allé dans un bar, enfin bar brasserie on sait pas trop, dans un bar pour commander je sais pas comment ils appelaient ça, c'était un club sandwich ou un croque-monsieur. Donc quoi qu'il en soit, c'était une tranche de pain de mie grillé, des lamelles de jambon, du fromage et une tranche de pain de mie grillé. Alors là, vous pouvez vous dire, c'est un sandwich tout con en fait, mais il était incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec tout simplement, mais il était incroyable. Plusieurs fois, j'en ai mangé, hein, d'autres sandwichs comme ça, et même aux Pays-Bas. Et bon, c'était bon, mais voilà quoi, pas autant que ça. Et ce qui m'a un peu étonné quand je suis allé dans ce bar, c'est que je suis tombé nez à nez avec une machine à sous. Et là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai prêté attention au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup des machines à sous, que ce soit dans les bars, dans les aires d'autoroute, n'importe où ils pouvaient en mettre en Espagne. Euh, ça m'a un peu fait marrer. Voilà, donc je mange un petit coup et après je passe à l'office de tourisme de Denia pour demander un plan de la ville. Plan de la ville, pas pour rien. Plan de la ville, c'était pour choper un parking en bord de mer ou me garer pour la nuit, pour repérer un peu les lieux. Donc jeune dame très souriante, très accueillante qui me donne ça, qui bossait dans un local très étroit, très petit. Je sais pas comment elle faisait pour accueillir les gens dans de bonnes conditions là-dedans. Enfin, néanmoins, c'est sa personne quoi. Elle a, elle a bien fait son métier pour le coup. Et j'en sais quelque chose. Pour le coup, donc je reçois mon plan de la ville et je décide d'explorer un petit peu les environs parce que c'était en milieu d'après-midi. Et je décide de monter sur une route qui mène à visiblement à une colline. Je sais pas trop en fait ce que c'était, ce qu'il y avait là-haut. Je voyais un bâtiment au loin, mais je savais pas trop. Et je monte et je vois que c'est le phare de Dénia.
Alors, on s'attendait pas à un phare blanc et rouge comme on voit dans les films de je sais pas combien de mètres de haut. Non, c'était un petit phare, mais qui était assez joli, hein, tout simplement, et qui surplombait toute la ville de Dénia avec la côte, hein, la côte en cuvette. Mais j'ai vu que je captais pas le réseau et que c'était un peu trop isolé pour dormir. Alors moi, la règle principale, c'est la sécurité. Euh, la sécurité. Donc j'ai décidé de redescendre sur la ville et là, au détour d'un lotissement, j'ai trouvé un parking où me garer et passer la nuit. Et j'ai eu la chance parce que ce parking était juste en haut de la mer, mais en haut je sais pas 2-3 mètres de haut de la mer. Et il y avait une toute petite descente pour atterrir sur une sorte de plage, un peu comme une plage privée, pour aller se baigner. Moi, je me dis, oh, on est en mi-octobre, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter en revenant. Je vais enfiler mon maillot de bain, je vais aller me baigner. Ouais, mais grosse erreur. Non pas parce qu'elle était froide, et non pas non plus parce qu'il y avait des méduses, ce qui aurait pu se passer. Ou des dragons bleus des mers d'ailleurs, qu'il y a eu cette année. Mais je décide d'aller me baigner, j'y vais pieds nus en maillot de bain, et il fallait marcher une petite quinzaine de mètres pour vraiment tomber un peu plus dans l'eau et ne plus avoir pied. Donc je marche 10-15 mètres dans l'eau, et j'ai mal aux pieds en marchant. On me dit, bon, c'est des cailloux, c'est normal, marcher sur des cailloux, c'est pas forcément agréable, hein. Et je me baigne tranquillement, je profite, l'eau était super bonne, il faisait super bon dehors. Et en remontant la voiture, j'ai toujours mal aux pieds. Et je découvre qu'en fait, c'était pas des cailloux à proprement parler, mais des coraux qui s'étaient fixés sur des cailloux. Et ils m'ont entaillé, en fait, les deux pieds. Voilà. Donc pour conduire, pas top. Surtout qu'en plus, il faisait très chaud. Donc il y avait un risque d'infection en plus de ça. Alors, à l'époque, et c'est pour ça que je vous le conseillerais jamais assez, prenez une trousse de secours. À l'époque, j'en avais pas. Très con. Donc, j'ai dû, le jour suivant, aller chercher des pansements en pharmacie, mais avec mon pauvre niveau de lycéen d'espagnol, enfin de BTS 1, on va dire, je ne savais pas comment dire le mot pansement. Et j'arrive dans un village où ça capte une fois sur 32. Voilà. Quand il y a un oiseau qui passe, ça capte plus en gros. Donc, je passe la nuit du coup à Dénia, là je vous ai dit, avec la mer, tout ça, tout ça. Et le lendemain, je prends la route direction Cuenca, dans les terres à 200 km à l'est de Madrid. Et j'arrive dans un village, le premier village en fait que je traverse. Je m'y arrête pour aller à la pharmacie et demander des pansements. Ce village où ça captait pas, ça captait très peu plutôt. Donc je vais voir la pharmacienne, je dis euh, hola, quiero comprar. Et ouais, effectivement, en fait, c'est exactement ce qu'elle a vu. Vous voyez pareil, je vais me reprendre, pardon. Vous voyez exactement ce qu'elle a vu. C'est, hola, quiero comprar. Et là, je me suis souvenu que le mot de pansement était inconnu. Vraiment, je connaissais pas. Donc, je lui dis en français, évidemment, pour finir ma phrase quand même. Et après, j'essaie de lui expliquer de mieux. Et c'était risible. Et en plus, c'est la pauvre dame dans ce petit village perdu qui a vu débouler un Français à moitié neuneux, qui s'est blessé en se baignant et qui sait pas comment lui expliquer qu'il veut des pansements. J'ai dû lui faire sa journée. Donc heureusement, j'ai pu trouver, en tendant le bras comme un con, en plus j'avais l'air d'une antenne 5G en plein milieu de sa pharmacie, j'ai pu choper une barre de réseau et trouver le mot tiretas. Je sais toujours pas si c'est le bon mot ou quoi qu'il en soit, ça m'a servi. Elle m'a dit ah si tiretas, si tiens. Donc j'ai pu acheter mes pansements. J'ai dû engouffrer une quantité industrielle de pansements parce que il y avait toujours ce risque d'infection qui me faisait très peur. Et cette chaleur du coup qui favorisait ce risque d'infection. Et la douleur évidemment. Donc j'ai fait ça, après je suis monté sur Cuenca. Cuenca qui était sur mon itinéraire de base. Pourquoi? Pourquoi Cuenca? Alors il y en a qui n'ont pas forcément entendu parler.
Alors que finalement c'était certainement la meilleure surprise de mon road trip en Espagne. Donc des 2500 kilomètres que j'ai parcouru quand même. J'arrive à Cuenca et je tombe sur une ville industrielle. Des usines partout, des compagnies de transport avec des bâtiments hyper vieux, des camions qui puaient la mort, qui étaient tout sales partout. Alors j'ai rien contre eux, hein, c'est des travailleurs, il n'y a pas de souci, respect à eux. Mais quand on est touriste et qu'on rentre dans cette ville qui est toute industrielle, en fait, on a juste envie d'en sortir, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Donc je décide de me caler à McDo pour manger, pour voir ce que je peux faire à part ça. Parce qu'en vrai, j'avais vu sur Internet pas mal de belles photos d'une ville médiévale, de choses à voir. Je me dis, putain, mais j'arrive à Cuenca, c'est industriel, on m'a menti du début à la fin, quoi. Et au final, j'ai pas tout vu. Je pensais pas que Cuenca c'était aussi grand. Donc je traverse Cuenca par le centre-ville, et Cuenca c'est une ville étudiante en fait, mais qui bouge vraiment beaucoup. Il y a des grands parcs, des deux ou trois, si je me souviens bien, grandes universités dans le même quartier. Vraiment, c'était génial, quoi. Alors par contre, c'est là que j'ai découvert un procédé de signalisation, un symbole, on va dire, de signalisation, un feu de signalisation précisément, espagnol. Alors j'étais face à un feu tricolore, normal, mais avec une lumière orange qui clignotait, qui s'arrêtait, qui restait en fixe. Je savais pas quoi faire moi avec ça parce que j'avais peur d'être dans l'illégalité, de passer, de pas passer, de passer potentiellement au mauvais moment. Et en fait, j'ai appris que, si je me souviens bien, c'était des feux pour piétons, pour signaler la présence de piétons ou la priorité aux piétons en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ça et à me corriger là-dessus. Donc, en soi, j'ai jamais eu de PV, bien heureusement. Ça m'a un peu surpris néanmoins. Et je finis de traverser la ville. Et à la fin de la ville, là, effectivement, je vois la cité médiévale de Cuenca perchée sur sa colline. Là, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Et je vous mets les images en même temps. C'est vraiment magnifique. C'est sublime, tout simplement. Donc, je décide de me garer dans un parking souterrain pour marcher jusqu'à la passerelle. Et dans le parking souterrain, alors j'ai cru que j'allais mourir. Je suis peut-être un peu trop parano, mais je claque ma portière de Punto, et sachant que la Punto, la portière conducteur, fallait la claquer très fort, et, elle a été accidentée. Il a certainement dû bouger un petit peu la voiture, quoi. Donc il fallait la claquer très fort pour qu'elle se ferme du premier coup. Ou alors essayer petit à petit de la fermer, de la fermer, de la fermer pour qu'elle se ferme, mais de façon modérée. Et je la claque fort, et là je sens tout le parking souterrain trembler autour de moi. J'étais pas serein du tout, mais ça s'est bien passé, ça va. Et je suis monté à pied jusqu'à la passerelle. Il y avait deux routes possibles. Soit le petit chemin qui montait directement à la cité, soit le chemin qui montait à la passerelle pour ensuite accéder à la cité. Et j'ai le vertige fois 1000. J'ai énormément peur du vide. Moi, vous montez sur une chaise, je suis pas serein. Mais je me suis dit, le road trip c'est ça, c'est se dépasser et apprendre à se connaître aussi d'un certain point. Et je suis monté à la passerelle. Et j'ai décidé de faire des photos sur cette passerelle parce que je savais très bien que ma famille et mes amis n'allaient pas me croire si je leur avais dit je suis monté à quelques dizaines de mètres de haut, peut-être 100, 150 mètres, j'en sais rien du tout, sur une passerelle pour accéder à la ville. Et ils allaient me dire ouais, t'as pas de preuves. Voilà, donc j'ai pris les preuves. Et là, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO à la fin du XXe siècle, si je me souviens bien. Donc on les appelle les casas colgadas, donc des très hautes maisons de 2, 3 étages avec des balcons qui donnent dans le vide, parce que les maisons sont agglutinées au bord d'une falaise. C'est vraiment sublime. C'est sublime, j'ai dû faire toutes les rues de cette cité médiévale et je suis passé par la place principale, là où il y a la cathédrale de Cuenca, une immense cathédrale. Alors ils ont dû mais s'emmerder pour construire ça en plein haut d'une colline, je veux dire. Elle est immense, un gros bloc. Cathédrale, je paye mon entrée, et là, pareil, hein, je suis tombé sur le cul, tout simplement. Enfin, des dorures partout, des sculptures, des vitraux magnifiques, enfin vraiment, mais c'était incroyablement beau. Incroyablement beau.
Voilà, du coup j'ai fait cette cité-là. Je vous passe les détails. De toute façon, je vous mets les images en continu en même temps que je vous parle de ça. N'hésitez pas à faire pause parce que je vais mettre certainement sur un rythme assez élevé pour pas vous faire une vidéo d'une heure. Et je décide d'aller sur une aire de repos de camping-cariste pour passer la nuit. Et c'est là que je me suis rendu compte que les Espagnols étaient fêtards. De 22h à minuit, j'étais bien claqué et j'avais 2 camping-cars espagnols qui faisaient la fête. Ma foi, tant mieux pour eux. Et donc j'ai passé ma nuit là. Et je me suis réveillé le lendemain matin pour aller à Unia. Qu'est-ce que Unia? Unia, c'est un tout petit village. Voilà, il doit y avoir 3 maisons de rue, finito pipo. Mais j'ai vu sur internet qu'il y avait un très beau lac avec un immense point de vue vraiment magnifique sur le lac. Donc j'ai décidé d'y aller et sur la route je me suis arrêté. Alors là par contre c'était en début de matinée donc ça caillait pas mal, hein. Ça caillait énormément. D'ailleurs si je vous mets la... Non, je vais vous mettre la vidéo sans le son je pense. Quoi qu'il en soit, si je vous mets la vidéo avec le son, vous allez voir que je dis effectivement, oh ça gèle, ça caille. Je me suis arrêté parce qu'il y avait un petit sentier avec des marches d'escalier et ça m'a intrigué. Donc je suis allé voir et je suis tombé sur, alors si je me souviens bien, c'est Il Ventano del Diablo. Alors je m'attendais à la Ventana del Diablo, la fenêtre du diable, mais Il Ventano del Diablo, apparemment ça se dit. C'est un point de vue taillé dans la roche, de façon artificielle je pense, par l'homme, qui donne tout droit un point de vue sur le fleuve Júcar. Júcar en bon français. Fleuve Júcar qui est bleu turquoise qui tend un peu vers le vert, qui est vraiment magnifique. Et je me suis demandé s'il y a des produits chimiques là-dedans parce que c'était vraiment une couleur bizarre mais magnifique. Et ensuite je suis arrivé à Unia, village perdu en plein milieu de l'Espagne, très petit village. Et j'ai décidé d'aller voir ce lac tout content en me disant c'est cool, je vais faire de belles photos. Et non. Et non, du coup, j'ai pas pu faire de photos puisque le lac était recouvert de plantes. Alors, je sais pas si c'était des joncs, des roseaux, ou des plantes comme ça en tout cas, très envahissantes qui ont recouvert, alors peut-être pas tout le lac, mais toute la partie visible devant moi, quoi. Donc, je suis dépité, je retourne à la voiture, je range 2-3 affaires, je bois un coup, et là, j'entends une voix au loin qui me dit ah, excusez-moi, vous êtes français? Je me retourne et je fais oui, je suis français. Et je vois une jeune dame qui s'approche de moi et qui me dit ah salut, excuse-moi de te déranger, en fait on est quatre à faire de la randonnée, on est venu pour le semi-marathon de Valence et après on fait tout un trek, une randonnée dans l'Espagne et on fait ça en autostop. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous prendre en stop jusqu'à je sais pas où, peut-être Saragosse? Moi je leur dis pourquoi pas? Dans l'idée, je suis pas contre. Vous avez l'air sympa, vous avez l'air de confiance, y a pas de souci. Mais je crains que niveau stockage, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que j'ai une Punto de 5 places peut-être, avec un coffre effectivement. Mais j'avais déjà mon carton, un carton comme ça, un carton de déménagement, de nourriture, donc des réserves, euh, et une valise, une ou deux valises en plus, comme vêtements, comme affaires diverses, dans le coffre. Et elles étaient 4 avec chacune leur gros sac de rando. Donc on cogite, on regarde si ça rentre, et finalement ça rentre. Voilà. Tout le monde rentre bien à l'aise, s'assied bien, tranquillement, puis on cale toutes les affaires, donc impeccable. Pour ça, ma Punto m'a vraiment surpris, hein, pour le coup, très spacieuse malgré tout. Et on part vers le nord, direction Saragosse. En route, on s'arrête dans un petit village parce que j'avais repéré sur internet un barrage abandonné où faire de magnifiques photos parce qu'il est en train d'être mangé par la nature et c'est vraiment splendide. Donc on arrive dans ce petit village là et il n'y avait pas de panneau dans le village indiquant que c'était une impasse. Donc moi,
tranquillou, je vais dans le village avec ma Punto, et je m'aperçois que y a un mec en tout cas qui me dit devant moi d'un air très inquiet, no puedes pasar. Et moi je parle un peu espagnol et je comprends que je suis dans la sauce là. Et je m'explique avec le mec il me dit non en fait la route elle se finit là pour les voitures parce que après c'est trop étroit pour passer. Alors je vous remets la situation, village paumé en plein milieu de l'Espagne, peut-être 30 degrés dehors, je crevais littéralement de chaud, j'avais pas de clim. J'étais entré dans un village, j'avais dû faire bien 100 ou 200 mètres dans le village, en pente, donc en descendant, et le mec me dit vous ne pouvez pas passer. Si, je veux passer, mais non, je ne pouvais pas passer effectivement. Donc j'ai dû faire la meilleure marche arrière de ma vie sur 150-200 mètres en pente, à regarder à droite, à regarder à gauche à chaque seconde parce que et derrière évidemment parce qu'il y avait les marches d'escalier, les barrières, il y a une marche arrière horrible. D'ailleurs, ils s'en souviennent encore dans le village parce que j'ai craché un nuage d'essence bien odorant. Mais c'est passé, j'ai pas pété mon embrayage là-dessus. Euh, Chose que j'ai failli faire une fois en marche arrière en pente. C'est pour ça que je vous dis ça. Et j'ai pu retrouver un petit chemin qui menait potentiellement au barrage. Donc, ce chemin-là, j'étais très con à l'époque parce que j'ai envie d'aller le voir. Et ce chemin, c'était un chemin vraiment caillouteux, mais caillouteux fois 10 000 en pente. Et avec une seule voie. Donc pas le choix de faire demi-tour en bas s'il y avait quelque chose en bas ou de faire marche arrière dans les cailloux en pente. Ce qui n'est pas la meilleure idée. Et au final, on arrive en bas sur une place, il faisait une chaleur à crever, et les meufs et moi, on se dit, au final, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire demi-tour et puis de remonter sur Saragosse, quoi, tant pis. Je leur dis, y a pas de souci. On va faire demi-tour, on va remonter sur Saragosse. Donc on reprend la route direction de Saragosse. Et à l'entrée de Saragosse, je fais le plein à la station. Et la chose qui m'a un peu étonné, qu'on voit pas du tout, voire extrêmement peu en France, c'est un pompiste qui vient me voir pour faire mon plein. Alors là, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'étais jeune permis, j'avais que quelques mois de permis, donc et j'avais pas trop voyagé non plus avec ma famille. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré un pompiste et que je voyais en fait simplement son métier, hormis dans les films. Et là c'était un peu compliqué, et à ce moment précis, je me suis demandé en fait comment j'ai fait tout ce temps pour mettre le bon carburant dans ma voiture. Parce qu'il me fallait de l'essence, mais c'est pas si facile en fait dans les pays étrangers, c'est que souvent l'essence n'est pas essence ou gaz, et le gasoil pareil. Donc il y avait toujours des noms bizarres, des B2, des B machin, tout. Notamment en Espagne où il y a B2, B je sais pas quoi, super machin, super truc. Je sais pas. Donc je me suis demandé vraiment comment j'ai fait. Alors j'ai fait. Pour le coup, j'ai pas détruit ma caisse non plus, parce que c'était bien de l'essence. Et par contre, voilà, je fais mon essence avec le pompiste. Et je regrette aujourd'hui de pas lui avoir donné un pourboire parce que elle était très sympa, quoi. Vraiment attentif à ce que je voulais réellement, très sympa, un super bon accueil, super bon travail, très propre en plus. J'ai essuyé le robinet, j'ai essuyé la trappe essence, s'il y avait une goutte, quoi. Très bien. Big up à lui s'il passe par là. Et je décide, enfin du coup les jeunes demoiselles, les jeunes randonneuses on va dire, veulent que je les dépose un petit peu plus loin, parce qu'elles vont après faire une petite rando pour aller au bord d'un lac dormir. Je les dépose là-bas, je leur dis bien évidemment de faire gaffe à elles, de rester en contact au cas où. Et j'ai plus de nouvelles depuis d'ailleurs. Enfin si, j'ai eu 2-3 messages après, mais depuis que je suis rentré d'Espagne, j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'elles vont bien. Si vous passez par là, tant mieux. Et moi, je décide de me caler un peu plus haut que Saragosse, donc à Alcalá de Gurrea. Alcalá de Gurrea, bon, rien à dire là-dessus. C'est un tout petit village que j'ai même pas visité, parce que je suis allé au lac de ce village, qui était à quelques kilomètres à côté, avec une base nautique dessus d'ailleurs. Et il y avait toute une pinède au bord du lac avec de quoi caler la voiture, avec des tables de pique-nique. Enfin, là, vraiment, c'était le lieu idéal pour dormir.
D'ailleurs, il y avait un van aménagé qui dormait quelques places à côté de moi. Donc vraiment lieu idéal pour dormir. Passer une très bonne soirée. Ceci dit, vers les 20h, 20h30, j'ai soif. Et là, je me rends compte que je suis dans la merde parce que j'ai pas de bouteille d'eau, toutes les bouteilles sont vides, j'ai plus rien à boire et pas beaucoup de choses à manger. Donc j'ai décidé de reprendre la voiture direction l'autoroute parce qu'à cette heure-là, enfin, c'est pas tant l'heure qui gênait, mais c'est la localisation, il n'y avait pas de supermarché à côté. Donc seul point ouvert le soir, aire d'autoroute forcément. Et les aires d'autoroute, je suis content parce que c'était pas comme en France. Voilà, au niveau tarif, c'est tranquille là-bas, c'est pas très cher. En France, vraiment, bon, aire d'autoroute, en cas d'extrême urgence, ça va, quoi. Et je vais me chercher à boire et puis je remonte tranquillement là-bas. Le lendemain, je me réveille et je décide de partir vers l'est pour rejoindre ensuite en nord et là où j'habite à Lyon. Et je pars vers l'est, il n'y a rien de trop à raconter, c'est de la route, hein, et je décide de me caler dans une ville qui s'appelle Cardona. Cardona, je sais pas pourquoi je me suis calé là-bas, je l'ai découverte comme ça, au pif, et il y avait une aire de camping-car gratuite. Voilà. Donc je me cale là, et je vois qu'il y a un château fort en contre-haut de Cardona, mais je suis pas allé le visiter parce que j'étais extrêmement fatigué. Et je décide d'aller faire une ou deux courses pour aller m'acheter de quoi manger, de quoi faire un petit apéro aussi le soir même. Et je m'en souviens encore de ces courses. Voilà, je m'en souviens très bien même. Je m'en souviens parce que en cherchant le supermarché, je suis passé dans un lotissement. Parce que mon GPS était un peu bancal. Je suis passé dans un lotissement et là j'ai vu toute une bande de gamins, donc 6-7 ans à peu près, qui jouaient dans la rue comme ça. Donc, je passe tout doucement dans le lotissement, pas comme une balle pour pas les écraser quand même. Et là, je vois la réaction des gamins, je m'en souviendrai toute ma vie, qui voient ma plaque d'immatriculation avec le F de France, et ils crient ah, un français, un français, un français. Ils étaient hyper contents de voir un français, en fait, ici. À croire qu'ils en avaient jamais vu. Donc je décide d'aller faire des courses. Et là, seul emplacement pour se garer, c'était en pente, mais vraiment en pente, quoi. Vraie pente. Et en créneau. Je suis pas fermé au créneau. Vraiment, je me gare quasiment tout le temps comme ça. Ou alors tout le temps en marche arrière. Il n'y a pas de souci là-dessus, je sais faire. Mais un créneau en pente, j'avais jamais fait ça en fait. Donc j'ai décidé de le faire, tranquillou, ça passe, je suis en stress, je suis pas assez serré, je m'y reprends une, deux fois, je fais chier tout le monde à côté parce que je galère à me garer. Mais je me gare impeccable. Vraiment, 5 cm du trottoir, 5 cm devant, 5 cm derrière. Pile poil. Je fais mes courses, et là c'est en revenant, en reprenant ma voiture, j'ai failli taper vraiment les deux bagnoles, quoi, devant, derrière. Parce que j'ai pas assez appuyé sur l'accélérateur quand j'ai fait ma marche arrière, parce que j'avais peur d'emboutir la voiture de derrière. Donc je suis un peu descendu. Et j'ai failli taper la voiture devant. Heureusement, j'ai eu le réflexe de prendre le frein. Et après, j'ai appuyé un peu plus pour sortir. Et en soi, ça m'a pas traumatisé non plus, mais voilà, c'est chiant. Donc voilà, je passe ma petite soirée tranquille, et après, le lendemain, je remonte sur Andorre. Andorre, où je me suis acheté 2-3 conneries, et après, je suis rentré chez moi. Voilà pour ce road trip en Espagne, d'une semaine. C'était très long, assez éprouvant physiquement, enfin assez fatigant. Il faisait chaud en plus. Et c'était néanmoins une très très bonne expérience. Très très bonne expérience parce que c'était la découverte tout simplement, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Donc je vais vous laisser sur ça. Profitez bien de cette vidéo. J'espère que vous avez profité, je veux dire. Et puis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!